En visite en Corée du Sud, le président Alassane Ouattara a distingué Dr honoris causa en économie par une grande université coréenne. Les temps forts dans ce 13 heures. Aujourd'hui, 9 octobre, journée mondiale de la Poste qui marque le 140e anniversaire de l'Union postale universelle. En Côte d'Ivoire, le gouvernement annonce la revue du Code de la Poste. En Sierra Leone, grève du personnel chargé d'enterrer les victimes d'Ebola. Le personnel proteste contre le retard de leur salaire. Il est 13 h à Abidjan. Bienvenue à tous. Le président Alassane Ouattara a quitté Séoul ce jeudi et vous allez le voir en image. Il a été accompagné par le vice-premier ministre et plusieurs membres du gouvernement et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Corée. Le chef de l'État a quitté la Corée après une visite officielle au cours de laquelle la République de Corée lui a rendu tous les honneurs. Les autorités coréennes se sont engagées à apporter plus de 100 millions de dollars, soit 50 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, comme appui à son programme de développement. Et avant son départ de Séoul, 4 grandes institutions économiques coréennes ont invité le président Alassane Ouattara à un déjeuner. Et au cours de ce déjeuner, les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire leur ont été présentées. Le compte rendu de notre envoyé spécial Abiba Dambélé Saouye. Le président de la République était l'invité de 4 grandes institutions économiques coréennes. La Fédération des industries coréennes, l'Association du commerce international, la Chambre de commerce et d'industrie et la Fédération des PME-PMI. Une tribune pour faire la promotion de l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Et c'est le ministre du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, Jean-Louis Billon, qui a été le premier à exposer sur les potentialités de la Côte d'Ivoire devant les investisseurs coréens. La Côte d'Ivoire, sous le leadership de son président, M. Alassane Ouattara, s'est remise au travail et veut résolument prendre sa part dans une économie mondiale qui se diversifie, se globalise et se réajuste. Investir en Côte d'Ivoire, c'est avoir accès aux investisseurs et un marché régional de plus de 300 millions d'habitants que représente la CEDEAO. Le gouvernement ivoirien est conscient du savoir-faire technologique coréen et souhaite pouvoir bénéficier de cette expertise pour stimuler l'émergence de son économie. C'est dans cette optique que nous vous invitons à participer pleinement au développement économique et social de la Côte d'Ivoire, émergente à l'horizon 2020. Un film institutionnel de 8 minutes a été présenté par le CPC pour appuyer les propos du ministre Jean-Louis Billon et puis ce fut au tour du président Alassane Ouattara de prendre la parole pour convaincre les opérateurs économiques coréens. La Côte d'Ivoire a un cadrage macroéconomique de qualité, taux d'inflation très faible, un taux de croissance élevé, un ratio de dette PIB aux alentours de 40%, et un système financier assaini. Également, toute la réglementation, que ce soit financière ou bancaire, est également libérale. Nous avons mis en place de nouveaux codes qui sont très attractifs, que ce soit un code général des investissements ou un code minier, un code pétrolier. Par conséquent, toutes ces opportunités font que la Côte d'Ivoire est un pays très attractif. En 1960-61, la Corée, en réalité, la Côte d'Ivoire et notre voisin, le Ghana, avaient pratiquement le même niveau de revenus par tête d'habitant, c'est-à-dire à peu près $100. Aujourd'hui, la Corée a un revenu par tête d'habitant, je crois, d'à peu près $28 000. Et la Côte d'Ivoire et le Ghana ont à peine $2 000 par tête d'habitant. C'est dire à quel point la croissance a été spectaculaire dans ce pays. Notre vœu le plus cher, c'est que vous acceptez de nous accompagner dans cette voie vers la prospérité, car la Côte d'Ivoire a maintenant tourné la page de la crise. Le président Alassane Ouattara a terminé ses propos en rendant un vibrant hommage à la présidente de la République de Corée, puis au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et à son ancien représentant Yoon Ji-choi.
et qui ont contribué à faire de la Côte d'Ivoire un pays qui a retrouvé la paix et la prospérité, un pays qui voudrait s'inspirer de l'exemple de développement de la Corée, qui est passé de statut de bénéficiaire à celui de donateur. Et toujours à Séoul, le président Alassane Ouattara a été honoré hier, au 3e jour de sa visite officielle à Séoul, la capitale coréenne. Le chef de l'État a reçu le titre de docteur honoris causa en économie de l'université féminine de Sungmyung. Ce titre, le président Alassane Ouattara le considère comme une marque de considération pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Restons toujours avec Abiba Dambélé-Sahué, notre envoyé spécial. L'université féminine de Sungmyung était à sa création en 1906 la première école privée de filles de Corée. Cette institution a évolué jusqu'à devenir aujourd'hui une université de référence, d'où sont issues des compétences féminines du pays. Sa devise est la douce force de changer le monde, faisant allusion à la douceur féminine. 13 000 étudiantes méritantes constituent le vivier des femmes leaders pour les années à venir en Corée. Et c'est cette université prestigieuse qui a décidé d'honorer le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été élevé à la plus haute distinction académique, celle de docteur honoris causa, pour son parcours brillant, exemplaire, pour son leadership au plan international. Selon la présidente de l'université Sungmyung, le président ivoirien est un modèle et représente un espoir pour le continent africain, pour sa vision et ses actions. Le président Alassane Ouattara a remercié la présidente de l'université pour cette marque de considération, à travers elle, la présidente coréenne, avant d'égrener les actions en faveur des femmes et de l'éducation des filles en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, dans le domaine éducatif, la politique de gratuité à l'école et la politique sociale du gouvernement, qui concerne la distribution des kits scolaires, la construction de cantines, ont permis une amélioration notable du taux de scolarisation de la jeune fille. Ce taux est passé de 77,5% en 2010-2011 à 89,8% en 2013-2014, soit une hausse de 12% en 3 ans. Plusieurs chantiers ont été ouverts par le gouvernement et je voudrais citer quelques-uns. D'abord au plan législatif, plusieurs textes ont été pris en vue de renforcer la protection des droits de la femme, en ce qui concerne notamment l'égalité des époux dans le mariage ou encore la protection de la jeune fille en milieu scolaire. Ensuite, au plan économique, un fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire a été mis en place par la première dame de Côte d'Ivoire en vue d'aider les plus démunis et leur permettre un accès plus large au financement de projets. En outre, le projet portant protection, promotion et autonomie féminine en milieu rural, lancé en février 2014, connaît un véritable succès. Troisièmement, au plan social, le gouvernement a procédé à l'ouverture aux jeunes filles des concours d'entrée à l'école militaire préparatoire et technique, ce que nous appelons en Côte d'Ivoire le MPT, ainsi qu'à la gendarmerie, jusque-là réservée aux seuls garçons. De plus, la réalisation du compendium des compétences féminines vise à favoriser l'intégration des femmes dans les instances nationales de décision. Le chef de l'État a souhaité par ailleurs le renforcement de la coopération avec la Corée dans le domaine de l'éducation. Un souhait réalisé séance tenante, un mémorandum d'entente de coopération a été signé entre l'ambassade de Côte d'Ivoire et l'université Sungmyung. La cérémonie a pris fin avec une belle prestation de l'orchestre philharmonique de cette université féminine prestigieuse. Et puis, dans le cadre de cette visite officielle qui a débuté depuis le 6 octobre, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a rencontré la communauté ivoirienne vivant en Corée du Sud et le corps diplomatique africain accrédité dans ce pays. Le chef de l'État les a rassurés que la Côte d'Ivoire est maintenant en paix et en sécurité. La visite du président de la République en Corée du Sud a pris fin aujourd'hui et il a quitté la capitale coréenne ce jeudi.
Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, lui, a débuté sa mission économique et éducative aux États-Unis. Il est aux États-Unis pour prendre part aux assemblées annuelles FMI Banque mondiale. Hier, il a accordé des audiences au groupe Coca-Cola et Cargill. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a également reçu un groupe américain qui veut investir dans la transformation des déchets en électricité. Envoyé spécial, Sylvie Touré. Coca-Cola, le leader mondial de la limonaderie, se sent bien en Côte d'Ivoire. Alexander Cummings, vice-président du groupe, est venu féliciter le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Il a d'abord félicité le Premier ministre, le gouvernement au complet, bien sûr avec le président Alassane Ouattara à la tête, pour le succès continu financièrement que la Côte d'Ivoire a dans la région. Et l'environnement économique favorable, en tout cas en Côte d'Ivoire, a vraiment permis au business de Coca-Cola de croître en Côte d'Ivoire. Le groupe Coca-Cola promet d'aider la Côte d'Ivoire dans la lutte pour empêcher l'entrée du virus Ebola dans le pays. Autre satisfecit adressé à la Côte d'Ivoire, celui du groupe Cargill exerçant dans le domaine du cacao. Il a des entreprises en Afrique, aux États-Unis, en Europe. Et donc, Cargill examine la question du cacao de manière globale, regardant tous les différents aspects. Et pour le moment, ils sont vraiment très satisfaits. Ils sont satisfaits des réformes qui ont été mises en œuvre par le président de la République, le gouvernement, pour faire en sorte que vraiment le cacao se développe. La Côte d'Ivoire dispose donc d'un attrait réel et il ne laisse pas indifférent le Marlins Group. Conduit par Diane Waston, femme politique reconvertie dans les affaires, cette entreprise veut investir dans la transformation des déchets solides en gaz. Nous avons la technologie aux États-Unis qui peut nous permettre de mettre en fabrication, en production, un maximum d'électricité dont la Côte d'Ivoire a besoin pour son développement. Ne serait-ce que pour notre investissement, c'est 1,5 milliard de dollars que ce groupe s'apprête à investir pour la Côte d'Ivoire pour la production d'électricité à partir des ordures ménagères. Daniel Kablan-Duncan a également reçu le président de l'association 100 Hommes Noirs, une association d'hommes d'affaires américains désireux d'investir en Côte d'Ivoire. Et justement, en Côte d'Ivoire, le bureau politique du RDR soutient l'appel de Daoukro, l'appel à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP en 2015, lancé par le président du PDCI, Henri Konan Bédié. Une réunion extraordinaire s'est tenue à cet effet. On fait le point avec Maïs Tako. Toutes les composantes du bureau politique du RDR, le Rassemblement des Républicains, se sont donné rendez-vous ce mardi au siège du parti à la rue Le Pic, à la faveur d'une réunion extraordinaire présidée par le professeur Henriette Dagri-Diabaté, secrétaire général du RDR. À l'ordre du jour, un seul point, l'appel à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP en 2015, lancé le 17 septembre dernier par le président Henri Konan Bédié à Daoukro. Le bureau politique du RDR soutient l'appel de Daoukro. Le bureau politique félicite le président Aimé Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, président du présidium du RHDP, et lui rend un vibrant hommage pour sa clairvoyance, sa vision et sa grande sagesse, témoignage éloquent de la conscience qu'il a de l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne. Le bureau politique félicite l'ensemble des mouvements politiques et associatifs qui ont soutenu l'appel historique de Daoukro. Le bureau politique appelle les militantes, les militants et sympathisants du RDR, les partis alliés au RHDP, les Ivoiriens et Ivoiriennes épris de paix à soutenir l'appel historique du président Aimé Henri Konan Bédié. En conséquence, le bureau politique du RDR décide que le secrétaire général du parti conduise sans délai une importante délégation à Daoukro auprès du président Aimé Henri Konan Bédié pour lui exprimer de façon solennelle la reconnaissance, l'admiration et le soutien du RDR. La réunion du bureau politique du RDR a aussi été l'occasion de faire le point de la mise en œuvre des décisions relatives à la restructuration du parti. Au terme du conclave,
Le bureau politique du Rassemblement des Républicains a encouragé le président de la République Alassane Ouattara dans sa dynamique de rassemblement de tous les Ivoiriens autour de sa politique de développement pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Et après la rencontre, les membres du bureau politique du RDR se sont prononcés au micro de Maïsako. Regardez. C'est d'abord une réaction de satisfaction parce que cela va permettre d'apaiser la situation. Mais en même temps, c'est une fierté pour nous du RDR parce que c'est notre champion qui a été retenu. Et nous ferons en sorte d'aller vaillamment à cette élection. Il est fait appel à la famille Oufouettis pour la création des partis unifiés. Ce sont deux grandes questions que nous abordons avec satisfaction depuis pratiquement un an. Et nous soutenons l'appel historique de Daoukoro dans tout son ensemble, la paix aux Ivoiriens, le développement aux Ivoiriens d'abord, une politique plus saine que de faire la politique politicienne. La mobilisation doit se sentir à tous les niveaux parce que les Ivoiriens avaient besoin de cet appel, parce que cet appel-là apporte la paix, parce que cet appel permet aux Ivoiriens de pérenniser la dynamique de développement qui est en cours. Dans le domaine de l'environnement, les acteurs nationaux du secteur des eaux et forêts ont participé à un atelier. Objectif, préparer la réponse nationale face à la dégradation de la forêt ivoirienne. On fait le point avec Chantal Eouma Akanda. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le taux annuel de déboisement en Côte d'Ivoire se situe entre 150 000 et 200 000 hectares de forêt. Un chiffre préoccupant pour le gouvernement, d'où la tenue de cet atelier sur les techniques de reboisement à l'endroit des acteurs du secteur forestier. Objectif visé, la reconstitution du couvert forestier de la Côte d'Ivoire fortement dégradé. Représentant le ministre des Eaux et Forêts, le colonel Kadjo Adjoumane, a au cours de cet atelier rappelé que le déboisement pourrait causer de graves conséquences écologiques à la Côte d'Ivoire. Les défis de la reconstitution du couvert forestier national nous engagent tous. Institutions étatiques, sociétés civiles, organisations non gouvernementales, associations, coopératives ou groupements, collectivités locales, personnes morales et physiques. C'est pourquoi nous devons nous approprier ce programme dans une synergie d'action en vue de permettre à notre pays de mériter son statut de pays forestier. Cet atelier, mis en œuvre par la Direction du reboisement et du cadastre forestier, fait partie d'un vaste programme de vulgarisation et de promotion du reboisement, auquel le ministère des Eaux et Forêts invite tous les Ivoiriens à y prendre part. Le plan ORSEC, expliqué aux hommes des médias, un séminaire initié par l'Office national de la protection civile pour renforcer les connaissances des journalistes sur les thématiques majeures liées à la protection civile. Le séminaire a ouvert ses portes hier en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. On fait le point avec Noussangare et Abou Sanogo. La question de la protection civile, une préoccupation majeure. Les pluies diluviennes cette année ont causé de nombreuses pertes en vie humaine et occasionné d'importants dégâts matériels sur tout le territoire national. Face à cette situation, un séminaire a donc été initié pour former les journalistes sur le plan ORSEC afin que ceux-ci soient des relais d'information auprès des populations qui sont exposées au risque de catastrophe. Cette formation permettra aux journalistes d'apprécier le rôle important qui est le leur quand le pays est confronté à une situation de catastrophe. Le risque zéro n'existant pas, l'organisation des secours reste le moyen par excellence de gestion des crises. Ce séminaire qui se tient du 8 au 9 octobre a pour thème plan ORSEC, déclenchement et organisation. C'est à travers les médias que nous avons connaissance des catastrophes qui ont lieu de par le monde et c'est à travers les médias que les populations apprennent l'action du gouvernement à l'attention des populations sinistrées et pour informer la population correctement pour que les médias eux-mêmes sachent ce que c'est que l'ORSEC. Qu'est-ce que le plan ORSEC? Qui peut le déclencher? Qui en sont les acteurs? Quelle est son efficacité? Toutes ces questions seront débattues au cours de ce séminaire qui se tend sur 2 jours. Il est bon d'avoir des journalistes bien formés
pour rendre compte, lorsqu'il y a une survenance d'une crise, de l'information à donner avant, pendant et après. Cette formation-là, non seulement elle est bien pour nous-mêmes, mais quand nous allons la relayer, au moins on pourra sauver des vies. Le plan Orsec est un système polyvalent de gestion de la crise. Organisation des secours et recensement des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe. Et puis, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, a initié un séminaire de 48 heures. L'objectif est clair, renforcer les capacités des journalistes pour un meilleur traitement de l'information sur la thématique budgétaire. Comment un budget est-il élaboré et exécuté? Qu'en est-il de son suivi, de son évaluation? Notre reporter Guy-Roger Nguessan a assisté à cette formation. Son élément est commenté par Francis Boisfond. Des journalistes en formation. Ils sont issus de la presse écrite et de l'audiovisuel. Thème retenu, élaboration, exécution et évaluation du budget de l'État. Un thème bien à propos dans un contexte où le gouvernement a annoncé en début de semaine son budget au titre de l'année 2015 de 5 014,3 milliards de francs CFA. Par rapport au budget, nous ne sommes pas vraiment renseignés, la population non plus. Au moins avec cette formation, on pourra mieux appréhender la question du budget de l'État. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, initiatrice de ce séminaire de formation, vise l'amélioration des écrits des journalistes sur les thématiques économiques et budgétaires. Nous avons voulu que les journalistes ivoiriens s'approprient les termes du budget de l'État, comprennent ce que c'est que le budget de l'État, afin de ne pas seulement se contenter des chiffres qu'on donne, 4 000 milliards, 5 000 milliards, mais qu'ils voient au-delà. Durant 2 jours, les experts du ministère auprès du Premier ministre en charge du budget vont donner aux participants de ce séminaire des indicateurs et outils indispensables à une meilleure compréhension du budget de l'État. Nous allons apprendre à connaître tout le processus d'élaboration du budget, parce que le budget, on l'annonce en Conseil des ministres, mais c'est tout un travail. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, créée en 2009, fait de la formation sa priorité. Pour elle, il faut des journalistes bien formés pour mieux contrôler l'action gouvernementale et mieux informer l'opinion publique. Depuis le 1er octobre dernier, une quarantaine de produits d'origine ivoirienne, dont des produits transformés, notamment le thon, le bois et le cacao, devraient être frappés de droits de douane sur le marché européen. Mais les autorités européennes ont suspendu la mesure du fait de l'accord intérimaire signé par la Côte d'Ivoire et l'APE, accord de partenariat économique en cours de signature entre la CEDEAO et l'Union européenne. Les explications d'Adama Koné. Les portes des marchés des pays de l'Union européenne restent ouvertes aux produits ivoiriens en franchise de droits de douane. La menace de fermer le marché européen aux pays n'ayant pas d'accord de partenariat économique APE avec l'UE le 1er octobre 2014 est levée. Les exportateurs ivoiriens peuvent donc continuer de vendre leurs produits sans droit de douane. Une quarantaine de marchandises, dont la banane, l'ananas et les produits transformés du thon, du bois et du cacao étaient concernés. Le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, en a informé le gouvernement lors du dernier Conseil des ministres. La Côte d'Ivoire garde l'avantage de l'exportation sur le marché européen pour avoir déjà signé un accord intérimaire avec l'UE. L'accord de partenariat économique régional, qui doit se substituer à l'accord intérimaire, a été validé par la CEDEAO le 10 juillet 2014 à Accra, la capitale ghanéenne. C'est dans l'attente de la signature et de la ratification de cet APE régional que l'Union européenne a levé la mesure de taxation. Aujourd'hui, 9 octobre, c'est la journée mondiale de la Poste qui marque le 140e anniversaire de l'Union postale universelle. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les citoyens et les entreprises au rôle de la Poste dans leur vie quotidienne. Les pays membres de l'UPU sont invités à organiser des activités de sensibilisation autour du thème. Les postes se positionnent dans un paysage évolutif de la communication. Et à cette occasion, le gouvernement ivoirien annonce la revue du Code de la Poste de Côte d'Ivoire. On fait le point avec Guy-Roger Nguessan et Adama Koné. Que peut la poste dans un paysage évolutif de la communication? L'activité postale, autrefois primordiale pour le rapprochement des personnes physiques et morales et partant pour le développement économique des pays, est en perte de vitesse. Supplantée par la facilité et la rapidité des nouvelles technologies de l'information,
et de la communication, l'activité est à la croisée des chemins. Il faut une bonne politique pour voir, sinon dans les années à venir, là, on ne parlera plus de la poste en Côte d'Ivoire. Commémorant la 140e année de sa création, l'Union postale universelle entend tout mettre en œuvre pour maintenir l'activité postale. Partout dans le monde, les postes s'organisent pour relever les défis qui leur sont imposés par l'évolution technologique. Pour le gouvernement ivoirien, la seule option pour la poste locale est de s'inscrire durablement dans cette nouvelle dynamique en innovant, et le premier acte est une restructuration du secteur postal. Depuis fin octobre 2013, notre pays s'est doté d'un nouveau code postal en remplacement de celui de 1976. Ce nouveau code apporte des avancées en termes d'organisation du marché postal ivoirien. Il permet la mise en place d'une régulation de ce secteur d'activité au bénéfice de toutes les parties prenantes. Les prochains mois verront l'accélération de l'application effective du nouveau code postal, notamment en ses aspects régulation du marché. Pour se repositionner, la Poste de Côte d'Ivoire propose de nouveaux services, à savoir le courrier hybride, le commerce électronique, la distribution de documents administratifs, les livraisons à domicile. Reste maintenant à reconquérir sa clientèle. Le SILA 2014, Salon international du livre d'Abidjan, se tiendra en novembre prochain. Les organisateurs du salon ont animé une conférence de presse pour annoncer l'événement. Information essentielle, le SILA 2014 connaîtra des innovations. Serge Gongoumé, reportage. Le livre à l'honneur à Abidjan du 5 au 9 novembre 2014, la 6e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Ce salon, selon les organisateurs, enregistrera la participation des pays d'Afrique centrale, dont le Cameroun et la République démocratique du Congo. Des innovations sont au programme, entre autres la création du Grand Prix national des littératures, dont le vainqueur partira avec la somme d'1 million de francs CFA. Également le prix des jeunes auteurs. Le vainqueur de ce prix empochera la somme de 500 000 francs CFA. Rappelons que l'industrie du livre réalise chaque année un chiffre d'affaires de plus de 26 milliards de francs CFA et emploie plus de 2000 personnes. La page santé de cette édition s'ouvre avec cette subvention de 150 millions de francs CFA du ministère de la Santé à 37 organisations non gouvernementales et associations de la santé sur les 216 agréées. Il s'agit de permettre à ces ONG et associations d'accompagner efficacement le ministère de la Santé dans sa politique et sa mission sanitaire publique. Kone Pagasso. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, conscient qu'un soutien financier aux ONG et associations de santé permettra d'améliorer la qualité des services dans les centres de santé, décide avec l'appui des partenaires au développement d'offrir à 37 organisations de la société civile sanitaire une subvention de 150 millions de francs CFA. Par ce geste, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida entend renforcer les capacités du système de santé à répondre aux besoins des populations. Pour Dr Kwame Désiré, conseiller technique chargé des ONG au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, il s'agit d'encourager les ONG et associations de la santé à accompagner le ministère de la Santé dans sa mission sanitaire publique, mais aussi susciter l'organisation d'une campagne de sensibilisation efficace contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Pour les responsables de la santé et de la lutte contre le sida, le ministère alloue chaque année une subvention d'un montant global de 150 millions de francs CFA aux ONG et associations exerçant des activités de santé. Cette année, sur les 216 ONG et associations de santé agréées au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, 37 retenus par le ministère à travers des critères préétablis bénéficient de cette subvention. En Sierra Leone, le personnel chargé d'enterrer les victimes d'Ebola a arrêté hier de travailler dans 2 districts sanitaires. Ils protestent contre le retard de leur salaire. Regardez. Les ambulances sont immobilisées, le matériel de désinfection est rangé. Dans ce quartier de Freetown, la capitale sierra-léonaise, l'heure est à la contestation. Ces agents, habituellement chargés d'enterrer les corps des victimes d'Ebola, sont en grève. Nous n'avons pas été payés depuis 2 semaines. Maintenant, nous avons besoin de notre argent. Tant pis si les corps traînent un peu partout dans les rues. Il n'y a aucun bénéfice à faire ce qu'on fait, alors payez-nous notre argent. Partout où nous allons, nous sommes stigmatisés. On a besoin de notre argent.
2 quartiers de Freetown seulement sont concernés, mais cette grève préoccupe dans le pays. La crainte, c'est que les corps des victimes s'accumulent et que l'épidémie d'Ebola s'aggrave. Les agents chargés d'enterrer les corps hautement contagieux, tout comme les personnels de santé, sont stigmatisés par la population et paient un lourd tribut depuis le début de cette épidémie. Certains responsables sierra-léonais plaident pour une prime de risque. En 5 mois, nous avons comptabilisé plus de 60 décès de personnel de santé en Sierra Leone. C'est très grave, c'est vraiment décourageant. Il faut faire plus si nous voulons réduire ce nombre. Le ministère de la Santé sierra-léonais accuse une semaine de retard dans les paiements. L'argent a été remis aux banques et sera versé dans les tout prochains jours selon le ministère, qui ne se prononce pas sur une prime de risque. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.